fondamentale qu'en physique. Et donc, je vais faire un lien entre les deux. Je pense que si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres pendant ma présentation, c'est pas mal que vous m'interrompiez plutôt que d'attendre la fin. Merci. Donc le titre, vous l'avez vu, hein, il est un peu prétentieux, moyennement prétentieux. Donc est-ce que l'énergie électrique peut contribuer au développement, à un développement ou au développement soutenable, donc au sens du développement durable? Donc il y a des élèves d'une formation en développement durable qui sont là, donc c'est un petit peu pour eux aussi, de l'humanité. Vous savez que le problème du développement durable, hein, le but c'est pas de sauver la planète, hein, c'est bien notre problème à nous humains. La planète se passera de nous sans problème si ça se passe mal pour nous. Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques notions d'énergétique à l'échelle planétaire pour bien qu'on sache bien de quoi on parle. Alors les premières notions importantes pour comprendre l'énergétique telle que le sens anthropique des humains, hein, anthropique avec AH, nécessitent de comprendre ce que sont les notions d'énergie primaire, d'énergie finale, d'énergie utile ou de service énergétique. Alors voici un graphique qui vient de l'association Négawatt en fait, où on part de l'énergie primaire pour aller délivrer de l'énergie utile, et à chaque étape, donc on va avoir des pertes. Alors l'énergie primaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui existe dans la nature, à l'état naturel. On les classe en deux catégories, les ressources d'origine non renouvelable, qui sont les fossiles, pétrole, gaz, charbon, plus les différentes variantes de ces fossiles et non conventionnels, les fissiles, l'uranium, parce que quand on les transforme pour obtenir de la chaleur, parce que c'est ça qu'on en fait, eh bien on va les perdre irrémédiablement. Le champ de la transformation qu'on va opérer ne nous permettra pas de les récupérer, en tout cas aux échelles de temps de l'humanité. Même pour la fission, où il va falloir un cycle d'étoiles, c'est-à-dire peut-être 10 milliards d'années. C'est plus aux échelles de temps. Donc ces ressources, et puis la deuxième catégorie, c'est les renouvelables. Les renouvelables, elles nous viennent essentiellement du Soleil. On fera un petit bilan tout à l'heure, mais c'est le Soleil, notre gros pourvoyeur de ressources renouvelables. C'est notre réacteur de fusion nucléaire, on l'a déjà. Il marche très bien et apparemment il devrait marcher encore pour 4 milliards d'années. Donc on a du temps devant nous. Donc la différence entre les renouvelables et les non renouvelables, j'ai l'impression, je vois des acquiescements, que c'est clair pour tout le monde, on pourrait y revenir si vous voulez, si c'est pas clair. Ensuite, on va transformer ces ressources pour en faire de l'énergie finale et on va passer ça dans des vecteurs énergétiques. Alors, les vecteurs énergétiques, le premier auquel on pense, c'est l'électricité, mais le gaz naturel aussi, hein, c'est un vecteur, il passe dans des tuyaux, et même on peut voir comme un vecteur énergétique le charbon transporté dans des wagons de chemin de fer, ou le pétrole transporté soit dans des tankers, soit dans des oléoducs. L'énergie finale, en réalité, sa définition, c'est ce qu'on vous vend, c'est ce qu'on commercialise. C'est ce que vous achetez en électricité au compteur, le gaz au compteur, le carburant à la pompe à carburant. Et pour produire de l'essence que vous achetez à la pompe à carburant, on utilisait principalement du pétrole brut, qui a subi pas mal d'étapes. Il a fallu dépenser de l'énergie pour forer, même pour l'extraire, d'ailleurs, de conditions de plus en plus difficiles avec les pétroles non conventionnels, pour le transporter, pour le raffiner, pour le distribuer. Et puis on a utilisé aussi un peu d'agrocarburants, qui ne sont pas très éco-compatibles. Enfin, on pourra en parler aussi. Comme je focalise sur l'électricité, je vais pas en parler. L'électricité, elle, c'est elle qui utilise le plus de formes d'énergie primaire. Aujourd'hui, l'électricité, elle est faite avec à peu près tout. Il y a du charbon, beaucoup de charbon, du nucléaire, un peu de fioul. On verra comment elle est faite tout à l'heure. Donc ces formes d'énergie finale, c'est l'électricité, les combustibles gazeux, les combustibles liquides, les combustibles solides, le bois, le charbon, c'est des combustibles solides, et puis la chaleur aussi. Tout ça pour faire de l'énergie utile, c'est-à-dire des services énergétiques. Vous les connaissez tous, l'éclairage, le transport, etc. Alors quelles sont les ressources d'énergie primaire qu'on utilise? Les derniers chiffres disponibles, c'est 2014. Il n'y a pas eu un changement monumental entre 2014 et 2016, donc on peut se dire que c'est la même chose en ce moment. Donc principalement, la tonne équivalent pétrole et le milliard de tonnes équivalent pétrole, la gigatep, c'est l'unité qui nous sert pour regarder ces grands chiffres.
Bon, si ça ne vous dit rien, c'est pas très grave. La principale ressource, ça reste encore le pétrole. Le charbon la deuxième, le gaz ensuite. Après, c'est les combustibles renouvelables et les déchets incinérés, un peu d'hydraulique, du nucléaire, et puis les autres. Alors, selon les modes de comptabilité, on peut leur donner une place un petit peu plus grande. Si j'avais pris les données, ça ce sont les données de la conservation de l'énergie, que j'ai retraitées, parce que c'est pas exactement présenté comme ça. Mais par exemple, le BP, le British Petroleum, fait un bilan tous les ans, et vous n'avez pas les mêmes valeurs ici, parce qu'il ne fait pas le même mode de comptabilité. On pourrait y revenir si vous voulez, mais je n'ai pas beaucoup de temps, et je voudrais vous attirer votre attention que si vous voyez des chiffres différents ailleurs, c'est souvent lié au mode de comptabilité. Ça peut paraître bizarre hein, qu'il y ait des modes de comptabilité, bah oui, parce qu'il y a des coefficients de conversion, il y a des choses comme ça. Alors, 86% de tout ça, c'est pas renouvelable. Plus de 86%, c'est pas renouvelable. Donc c'est assez calamiteux d'un point de vue soutenabilité de notre développement. Ça veut dire qu'on vit sur le stock de ce qui est perdu hein, définitivement. C'est irrémédiablement détruit à une échelle. Et tout ça, on va en faire de l'énergie finale, celle qu'on va vraiment pouvoir utiliser. Donc là, c'est 9,4 gigatec. Alors on en a perdu pas mal dans les transformations. Il y a une partie de cette énergie qui a servi, par exemple, le pétrole a servi à faire des plastiques, des vêtements, toutes sortes de choses. Une petite proportion du pétrole, mais pas négligeable. Le charbon, il y en a un petit peu qui est utilisé aussi pour faire de l'acier, en fait, pour faire de la réduction. Donc tout n'est pas transformé en énergie, hein, ce qui fait que peut-être qu'il y a à peu près 1 gigatec qui est utilisé pour faire autre chose que de l'énergie. Mais il y en a quand même une grosse partie qui est perdue dans les transformations pour faire des produits pétroliers. Le rendement de transformation, on estime aujourd'hui qu'il est de l'ordre de 85%, quand on passe du pétrole brut aux produits pétroliers vendus à la pompe. Et l'électricité, elle, c'est elle qui a le plus mauvais rendement de transformation, parce qu'elle est faite par des procédés thermodynamiques, avec des machines à vapeur principalement. Et là, on a des rendements qui oscillent entre 30 et 50%, 60% dans le meilleur des cas. Donc c'est l'électricité qui est le plus gros consommateur d'énergie primaire. Et pour faire 18,1% de toute l'énergie finale vendue, donc l'électricité, c'est ce qu'elle représente, hein, 18,1%, elle est en forte croissance, je vais vous donner les taux de croissance. On a prélevé 50 000 TWh, alors j'utilise deux unités, peut-être que ce n'est pas pédagogique, mais je le fais exprès aussi pour vous imprégner de l'existence de ces deux unités. Donc une équivalence entre les TWh et les gigatec. Mais l'électricité, on la compte en TWh. Donc on a produit à peu près 23 800 TWh en 2014. C'est ce qui est sorti de tous les outils de production. Et pour produire ça, on a prélevé dans toutes ces ressources primaires 50 000. C'est-à-dire un peu plus du tiers de tout ça. Et tout ça pour faire 19 800 TWh qui ont été vendus à des clients. En haute tension, en basse tension, selon la quantité d'énergie qu'ils consomment. Vous êtes des clients basse tension, vos entreprises, peut-être, si c'était des grosses entreprises, elles achètent leur électricité en haute tension. Donc voilà tout ce qui était vendu au niveau mondial. Il faut un peu de temps pour collecter toutes ces données, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mise à jour plus récente. Alors ce qui est important, c'est de voir le taux moyen. Alors, vous voyez, moi je fais des moyennes sur 10 ans. Parce que moyenner d'une année sur l'autre, il y a trop de bruit, trop de fluctuations, les crises économiques. En 2008, la consommation d'énergie a baissé en 2008, à cause de la crise. Et donc ça n'arrête pas les crises. En fait, on vit les crises, finalement, c'est l'état normal de l'économie mondiale. Hein. Donc en mettant 10 ans de moyenne, ça donne un bon lissage, on commence bien à voir ce qui se passe. Et donc le taux moyen de la consommation finalement d'électricité et de la production, c'est en flux tendu, hein, il n'y a pas de stock annuel, hein, c'est 3,3%. C'est élevé puisque le taux de croissance de toute l'énergie finale, c'est 2,1%. Donc ça veut dire que les produits pétroliers croissent à moins de 2,1%, je n'ai pas noté à combien ils étaient, et l'électricité se détache très nettement. Moi, pendant très longtemps, ça m'a beaucoup inquiété, parce que voyant comment est faite l'électricité, avec du charbon, avec du nucléaire, c'est-à-dire des choses quand même globalement polluantes, eh bien, je me disais vraiment c'est une catastrophe. Et depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, qu'est-ce qui change? C'est la part des renouvelables qui monte très très vite, vous allez voir, et c'est vraiment un espoir. Alors je voudrais faire on est le pays le plus nucléarisé du monde, donc c'est important de remettre les choses à leur vraie place. Le nucléaire, les vrais chiffres, ils sont là. Au niveau mondial, en énergie primaire, c'est 4,8% de l'énergie primaire consommée au niveau mondial.
Dans l'électricité, la part du nucléaire en 2014, c'était 10,6%. 10,6% d'électricité mondiale est d'origine nucléaire. La France, c'est 75%. Donc, si je prends 10,6% de 18%, eh ben, ça me fait 1,9%. Donc, le nucléaire dans l'énergie finale mondiale, c'est la petite part de camembert qui est là, c'est 1,9%. C'est ce que j'appelle la vraie place de l'énergie nucléaire. Pourquoi elle occupe 4,8% ici? Parce qu'elle est faite avec un très mauvais rendement. C'est à peu près 33%. Donc ça gonfle sa place ici. Alors, je continue. Maintenant, on va focaliser sur l'électricité. Donc là, c'était toutes les formes d'énergie. On avait fait un zoom sur l'énergie finale, 18,1% de l'énergie mondiale. Alors voilà comment étaient produits les 23 800 TWh. Ceux qui sont produits, pas ceux qui sont consommés. Il y a un peu de perte dans les réseaux. Alors, le taux moyen de croissance, je le rappelle ici. La part des non renouvelables, vous voyez que c'est surtout du charbon. Mais le charbon décline, contrairement à ce qu'on pense. Le charbon, la consommation de charbon pour la production d'électricité diminue en valeur absolue. Un tout petit peu de pétrole. Donc le pétrole, c'est vraiment pour les pointes, quand on a des investissements à amortir, enfin même qui sont déjà amortis. Donc cette semaine, on va brûler du pétrole en France pour faire de l'électricité, parce qu'on a un gros besoin de production de pointe pour satisfaire le chauffage électrique les jours de froid qui arrivent. Du gaz, voilà, donc ça c'est les fossiles, et les fissiles, les 10,6% de nucléaire dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup d'hydraulique, vous voyez que c'est la principale ressource renouvelable. De l'éolien, 3% en 2014, un petit peu de biomasse, un petit peu de géothermie, un petit peu de solaire. La biomasse, c'est en fait, de la paille, ça peut être du bois. Il y a des pays qui brûlent pas mal. Enfin, la biomasse pour faire de l'électricité, c'est utilisé. Par exemple en Allemagne, l'Allemagne fait pas mal d'électricité avec la biomasse. Est-ce que c'est aussi négatif que le charbon de biomasse en termes de CO2 produit? Non. Alors, en fait, c'est quand on fait des agrocarburants. Merci de me poser la question. Par contre, quand vous faites de la biomasse, pas pour faire des agrocarburants, vous la brûlez comme ça, le bilan CO2, il est correct, rien n'est neutre. Hein. Oui. Vous avez compris le bilan CO2 de la biomasse. Hein. Vous prenez de la biomasse qui a pris du carbone dans l'atmosphère, vous l'avez transformé, vous avez fait marcher des tracteurs agricoles, vous avez mis de l'engrais, etc. Donc tout ça, comme le mix d'énergie est largement fossile aujourd'hui, ça représente du carbone fossile, hein, cette énergie-là. Et puis après, vous l'avez brûlé, donc vous avez relargué le CO2 qu'elle avait pris dans l'atmosphère. Donc le bilan, il est lié à la façon dont on a transformé tout ça. Le jour où vous avez un mix énergétique qui est beaucoup plus d'origine renouvelable, la biomasse deviendra beaucoup plus neutre en CO2. Elle ne deviendra jamais totalement, parce que les usages des sols, il y a toujours des rejets de carbone. Mais ce n'est pas une catastrophe environnementale. Contrairement aux biocarburants, en France, là, c'est vraiment le bilan n'est pas bon, quoi. L'éthanol, c'est pire que si on brûle du pétrole, d'un point de vue bilan environnemental. Donc vous pensiez au Brésil, c'est encore pire. Au Brésil, c'est moins pire sur le plan environnemental, mais c'est sur le plan social. Sur le plan social. Voilà. Parce qu'il faut penser à tout ça aussi, hein. C'est important de voir le côté social aussi. Alors, les non renouvelables croissent de 2,6% par an, donc si la totalité est à ça, ça veut dire que la part des renouvelables, elle croît vite, vous voyez, elle est à 5,5% par an. Alors moi j'ai le plaisir de renouveler ça tous les ans et de voir les chiffres monter assez vite. Hein, donc les renouvelables sont à 22,8%, ils ont passé la barre des 20% il y a 2 ans, peut-être 3 ans, je me souviens plus précisément. Et voici les taux de croissance moyennés toujours sur 10 ans des différentes ressources. Le solaire, celui qui se développe le plus, 50% par an, vous vous rendez compte, c'est énorme, en moyenne 10 ans. Donc ça va vite, quoi. Hein. Donc, alors on ne peut pas extrapoler en disant, voilà, si je regarde jusqu'en 2050, ça ne va pas continuer à 50%, parce qu'on n'aura pas les moyens de mettre les investissements. Ça va décliner, mais ça va rester élevé. Le solaire va représenter une proportion très significative de l'électricité, même à l'horizon 2030. Il risque peut-être de dépasser l'éolien, c'est pas sûr, mais c'est possible. Parce que les prix ont énormément baissé. Alors il y a des gros problèmes auxquels vous pensez peut-être déjà, de traitement d'intermittence, sur lesquels je reviendrai. Bon, l'éolien est le deuxième en taux de croissance, et puis vous voyez qu'il y en a 2 qui déclinent, en moyenne 10 ans, c'est le pétrole et c'est le nucléaire. Et le nucléaire avait commencé à décliner avant l'accident de Fukushima, parce que tout de suite on a en tête l'accident de Fukushima qui était un gros déclencheur, mais ça avait déjà commencé à décliner.
Et puis en 2015, quelques chiffres, l'électricité est remise à jour un petit peu plus rapidement, mais j'ai voulu tout mettre en 2014 pour être cohérent, et donc vous voyez, les renouvelables en 2015 étaient à 23,7%, ça monte vite. Quand on se préoccupe de soutenabilité, je pense qu'il faut raisonner à long terme, 10 ans, 20 ans, et pas regarder tout de suite à l'instant. Donc vous me voyez venir, hein, l'électricité, vu qu'elle devient de plus en plus d'origine renouvelable, je pense qu'elle peut jouer un rôle important en termes de développement durable, et surtout qu'elle va pouvoir satisfaire d'autres besoins que ceux pour lesquels on l'utilise aujourd'hui. Alors je continue sur les bases énergétiques. Un petit mot sur l'ensemble de ce dont on dispose comme ressources et réserves. C'est aussi l'occasion de vous apprendre peut-être ce que veulent dire les mots ressources et les mots réserves. Donc les ressources, c'est tout ce qui est contenu dans le sol. Ce sont les stocks, ou pour les renouvelables, c'est tout ce qui pleut, par exemple en rayonnement solaire, sur toute la Terre. Mais les ressources, on ne peut pas tout récupérer. Puis on ne les connaît pas toujours très bien. Hein. Par exemple, les fossiles et les fissiles, les estimations géologiques ne sont pas d'une précision absolument infinie. Hein. Donc c'est des ordres de grandeur. Donc 5000 gigathèmes, c'est l'ordre de grandeur de tout ce qu'on a en fossile. Vous vous souvenez, on consommait à peu près 13 gigathèmes par an. Donc allons-y pour 10. Si je divise 5000 gigathèmes par 10 gigathèmes par an, ça me fait 500 ans. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, on aurait pour 500 ans, au rythme actuel de consommation, d'énergie fossile. Là, le problème des fossiles, c'est pas qu'on n'en ait pas assez, c'est qu'on en ait trop. Et on s'en est bien rendu compte avec l'effondrement des cours du pétrole récemment. On ne sait même pas d'ailleurs si les prix... Le club de Rome nous a bien joué mou non. En disant qu'en 2000, il n'y aurait plus de pétrole. Oui, mais en fait, ils ont alerté à juste titre sur les limites des ressources. Par contre, on les a sous-estimées. 500 ans. On les a sous-estimées parce qu'on confond les réserves avec les ressources, en fait. Et ça fait plus de 40 ans qu'on n'a pour plus que 40 ans de pétrole. Vous savez ça. Vous l'avez entendu toute votre vie qu'on avait pour 40 ans de pétrole. Ben, ces 40 ans, c'est le rapport des réserves connues, pas les ressources, les réserves. Alors qu'est-ce que c'est les réserves? Ben, c'est ce qui est techniquement et économiquement exploitable. On n'a pas arrêté de faire des progrès techniques. Et si le prix du pétrole monte, ben, on peut se permettre d'aller chercher des pétroles beaucoup plus difficiles d'accès. C'est ce qu'on n'a pas arrêté de faire. Alors en ce moment, à 50 $ le baril, c'est ruineux pour un certain nombre de sites en offshore profond, en Alberta, enfin c'est ruineux. En tout cas, on n'amortit pas assez vite les investissements par rapport au plan qui avait été prévu. C'est pas si ruineux que ça, parce que ça continue à tourner quand même. Hein. En tout cas, on ne sait pas si le prix du pétrole va revenir à des niveaux qu'il avait avant ce choc à la baisse, hein, on n'en sait rien. Et je ne m'avancerai pas à faire des pronostics. Donc les réserves, c'est à peu près 1000 gigathèmes. Donc, donc on a à peu près 100 ans avec les réserves, mais je pense qu'on pourrait, on pourrait tout sortir. Hein. Franchement, l'intelligence qu'on est capable de mettre, je pense qu'il y a deux domaines où on met beaucoup d'intelligence, c'est l'armement, la guerre, hein, pour faire la guerre, pour se battre, et puis pour sortir toutes ces ressources non renouvelables. Hein. On y met une intelligence folle. Donc on pourrait tout sortir, je pense. Et puis il y a l'uranium. L'uranium fissile, les ressources, c'est à peu près 150 gigathèmes, et les réserves estimées à peu près 60. Vous voyez que c'est pas grand-chose. Parce que si je voulais remplacer par exemple le charbon, on entend souvent par l'uranium, eh ben, je crois qu'en une douzaine d'années, on a tout grillé, quoi, en fait. Alors c'est avec les réacteurs actuels. Alors s'il y a ici des gens qui connaissent bien le domaine du nucléaire, il y a des surgénérateurs, des réacteurs à neutrons rapides dont je ne veux pas parler tout de suite, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Pour moi, c'est une chimère et c'est même quelque chose d'extrêmement dangereux. Et puis le rayonnement solaire, ce qui arrive au sol de la planète, donc en termes de ressources, j'ai la même couleur, tout n'est pas exploitable, au cœur des océans, on ne va pas forcément aller les chercher, c'est 100 000 gigathèmes. Ça veut dire qu'en un an, il tombe 20 fois tout ce qu'on a dans le sol en stock. C'est absolument colossal. On peut dire qu'en gros, en une heure sur la Terre, il pleut 1 an de consommation d'énergie primaire. Voilà. Et en quelques semaines, il pleut la totalité. Alors bien sûr, cette énergie primaire, on ne sait pas la convertir intégralement en électricité, en chaleur, ça va, et puis en combustible. Les combustibles, c'est le plus dur, en fait, de remplacer les combustibles fossiles. Alors voici un petit bilan des ressources renouvelables. Donc voici notre petite planète, elle a son noyau que j'ai symbolisé comme ça, son écosphère, sa biosphère ici en bleu clair.
Donc j'ai pris comme référence, j'ai tout normalisé à une consommation annuelle de 13 gigatètres pour ne pas vous noyer de milliers de gigatètres ou de milliards de térawattheures qui ne vous parlent plus. Donc la Terre intercepte en haute atmosphère 11 000 fois la consommation annuelle d'énergie. Il y a 30% qui sont réunis dans l'espace. Alors il y a certains industriels, notamment les fabricants de lanceurs spatiaux, qui voudraient nous mettre des centrales photovoltaïques dans l'espace. Ça part d'un bon sentiment, sauf que l'éco-bilan est négatif, et puis franchement, on n'en a pas besoin. Donc ça, c'est une chimère aussi. Il y en a dans le domaine des renouvelables, les chimères, de mon point de vue. Et si vous voulez intervenir, vous n'êtes pas d'accord, vous avez quelque chose à ajouter, vous êtes bienvenus. Ensuite, le noyau terrestre, lui, dissipe à travers l'isolation thermique que représente toute la terrestre à peu près 2 fois de consommation d'énergie annuelle. Donc on peut se dire que la géothermie, ça s'appelle comme ça, c'est pas grand chose, mais on peut se dire qu'on consomme vraiment beaucoup par rapport à ce que le noyau perd. Et donc l'origine de la chaleur du noyau, principalement, c'est essentiellement de la fission nucléaire, des réactions de fission liées aux matériaux fissiles, à l'uranium, au thorium. Vous chercherez, vous verrez. C'est la plus grosse partie de l'origine de cette chaleur. Donc finalement, on a 2 réacteurs, un réacteur de fusion nucléaire qui est ici, un réacteur de fission qui est ici, et ils nous alimentent en énergie en nous protégeant bien, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour nous protéger des rayonnements dangereux de ces 2 réacteurs. La nature, finalement, on a évolué dans ce contexte de radioactivité naturelle, puisqu'il y en a. Et la radioactivité, les biorayonnements cosmiques, elle est liée à toutes sortes de phénomènes, à la radioactivité terrestre d'ailleurs, les émissions de radon par exemple. Donc c'est des désintégrations d'uranium principalement. Alors 45% de ces 11 000 là qui arrivent à la surface, c'est-à-dire 5 000 fois, c'est du rayonnement qui va frapper les espaces et qui va repartir sous forme de rayonnement infrarouge vers l'espace. Parce que vous avez compris que la température de la Terre ne monte pas infiniment, elle s'est stabilisée grâce à l'effet de serre. Effet de serre qui augmente un petit peu puisqu'on a des gaz à effet de serre dont on a fait augmenter la quantité rejetée, et donc qui font que la température moyenne de la Terre augmente. Donc, et puis, 25% de tout ça, c'est les cycles hydrologiques. C'est la machine thermodynamique qui sert à rééquilibrer l'excès de chaleur reçu dans un saturateur tropical pour les ramener vers les pôles. Donc c'est des mouvements de convection dans l'air, c'est le vent, des mouvements de convection dans les océans, c'est les courants de circulation thermohaline, et puis tous les autres résidus, la houle, voilà, les cycles hydrologiques, bien sûr, la pluie, etc. Le vent et les océans, les courants océaniques représentent une très grosse part finalement, c'est de l'énergie mécanique, tout ça. Vous voyez la part que, finalement, c'est incroyable de constater que cette machine thermodynamique, elle mange 25% de la chaleur reçue. C'est une bonne machine thermodynamique, en fait. Et puis, le petit dernier, c'est l'interaction gravitationnelle entre la Terre, la Lune et le Soleil, qui produit notamment les effets de marée, dont on s'est déjà récupéré d'ailleurs depuis longtemps. Au Moyen-Âge, on avait déjà des moulins à marée, on a quelques centrales marémotrices sur la planète qui représentent une plus petite part. Alors quand on voit ces chiffres-là, on se dit, bon, l'énergie des marées, c'est pas la peine de s'en occuper, c'est pas grand-chose, l'énergie géothermique, c'est pas grand-chose. Mais en fait, on a des lieux localement où ces énergies-là sont dissipées intensément. Par exemple, dans le pincement de la Manche, entre l'Angleterre, le Royaume-Uni et la France, on a des courants de marée qui sont intenses parce que le relief les favorise. Des courants de marée, des amplitudes de marée très élevées. On a 12 mètres pour les plus grandes marées. Et donc dans ces endroits-là, finalement, comme c'est intense, ça va être rentable de les utiliser. Les zones volcaniques, quand vous avez en Islande, en Guadeloupe, on a une centrale géothermique, tous ces endroits-là sont favorisés. Et donc là, on récupère depuis assez longtemps, d'ailleurs souvent pour faire d'autres choses au départ, cette énergie, parce qu'elle est facile à utiliser. Alors maintenant, ce que je veux introduire, c'est les raisonnements sur cycle de vie. C'est vraiment un changement de paradigme important qu'on doit intégrer absolument dans tous les cycles éducatifs. Je ne sais pas si on le fait dans les collèges. C'est vraiment quelque chose de très très important. Donc on appelle ça les analyses sur cycle de vie quand on l'a fait de façon bien formalisée, normalisée. Moi j'appelle ça les raisonnements sur cycle de vie d'une façon générale. Alors raisonnement du cycle de vie, vous voyez ici, c'est prendre en compte ce qui se passe depuis
la fabrication d'un objet ou d'un service jusqu'à le rendu à la nature de ce qui a servi à le fabriquer. Donc recycler ou en cas d'incapacité de recycler, faire quelque chose des déchets, en fait il faut éviter de faire des déchets. La nature, elle n'a jamais fait de déchets finalement, ou assez peu. Les déchets, ils sont réutilisés dans tous les écosystèmes. Orient, ici, elle a fait des déchets. En fait, elle a façonné l'environnement pour son usage. L'atmosphère, aujourd'hui, elle a été façonnée par la vie sur la Terre. Donc la vie a largement interagi avec tout son environnement. Donc elle a dû faire des déchets à un moment donné. Mais bon, une fois que c'est stabilisé, on peut dire qu'on a des cycles fermés, encore une fois, à nos échelles de temps. Alors, donc moi je vais essayer de vous convaincre qu'il y a un critère, quand il s'agit d'énergie, il y a un critère très important, c'est la consommation de l'énergie primaire non renouvelable sur tout le cycle de vie. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Vous avez tous entendu dire que les panneaux photovoltaïques avaient un mauvais rendement. C'est quoi l'ordre de grandeur du rendement du panneau photovoltaïque? 15%, 20%, aujourd'hui c'est plus près de 20%, mais c'est ça l'ordre de grandeur. La limite est à 27%. Comment? La limite est entre 26 et 27%. La limite thermodynamique elle est à 95%, on a déjà des matériaux qui sont à 45%. Ça existe. Et dans les produits commerciaux, les meilleurs rendements sont à 35% à peu près. Ils sont chers, ils sont faits pour l'espace. Parce qu'en fait, quand vous voyez les ressources qu'on a, franchement, le rendement, c'est pas vraiment un problème, sauf exception. Alors, donc je reviens, le rendement il est mauvais. Donc ce critère-là, c'est une mauvaise solution, le photovoltaïque, parce que le rendement est mauvais. Le nucléaire, il a 33% de rendement à peu près. Donc il est mieux. Le charbon, ça va être dans les 40%, donc c'est mieux aussi. On se dit quand même, quand on réfléchit un peu, il y a un problème, ce critère, il ne doit pas le bon. Alors vous avez peut-être aussi en tête que les panneaux photovoltaïques consomment de l'énergie grise, il faut beaucoup d'énergie pour les fabriquer. On entend même dire qu'ils ne rendront jamais pendant leur vie ce qui a servi à les fabriquer. Alors vraiment, on serait vraiment des idiots. Une éolienne, ça a été calculé. Une éolienne, c'est entre 3 et 6 mois, son temps de retour sur investissement. C'est-à-dire que c'est le temps qu'elle met pour rembourser l'énergie qui a servi à la fabriquer. Entre 3 et 6 mois. Son bilan carbone est négatif. Son bilan carbone négatif, ça veut dire qu'elle émettrait plus de carbone que les autres technologies. Oui, de la fabrication d'éoliennes. Je terminerai tout à l'heure, juste avant de conclure, par un bilan qui est d'un organisme relativement neutre, qui montre les émissions de carbone sur cycle de vie des différentes filières, avec toute la variabilité. Donc c'est des statistiques, vous avez la médiane, le maximum, le minimum, le 25e percentile, le 100e. Donc vous pourrez voir comment se situent les ressources renouvelables. C'est un document qui date un peu. Alors il faut savoir aussi qu'en matière d'analyse sur cycle de vie, on ne travaille que sur des technologies anciennes. Donc malheureusement, notamment parce que les industriels ne veulent pas livrer leurs données, vous voyez, il faut pratiquement livrer un peu ses secrets quand on donne les consommations d'énergie, donner les matériaux. Donc on ne peut pas avoir accès à des technologies récentes. Or, on sait que toutes ces technologies-là, si leur coût baisse, c'est aussi parce que les procédés s'améliorent. En gros, pour prendre le cas du photovoltaïque, qui a été très énergivore, le photovoltaïque des années 60, il ne remboursait pas sa dette énergétique. Donc ça a été vrai. En gros, l'amélioration, c'est division par 2 de l'énergie grise qu'il a fallu pour fabriquer ces panneaux en 15 ans. C'est à peu près ça le rythme actuel. Ça ne durera pas éternellement, mais ça s'améliore assez vite. Et franchement, le photovoltaïque il est moins bon que l'éolien, mais il reste, c'est largement positif, le bilan est bon. Alors le carbone, puisque finalement vous venez de parler du carbone, tout dépend où ils ont été fabriqués. S'ils sont faits en Chine avec un mix énergétique extrêmement carboné, ils sont moins bons que s'ils sont faits en Norvège avec un mix énergétique qui est principalement d'hydroélectricité, à 99%. Oui, non, mais... Et donc, voilà, donc on pourra aussi en reparler si vous voulez, mais ça reste nettement mieux. Pas fait en Norvège. Comment? Si. Bien sûr que si. Il y a des usines, évidemment, les industriels, parce qu'on leur demande d'être verts aux industriels. C'est un critère de sélection. En Europe, c'est un critère majeur de sélection des panneaux, par exemple, des installations photovoltaïques. C'est multicritère. Mais ce critère environnemental, il compte. Et donc, si vous avez fabriqué vos panneaux en Norvège au lieu de les fabriquer en Chine, vous avez un avantage environnemental. Et voilà. Mais vous avez un handicap économique. Oui. Donc, oui, mais c'est l'ensemble qui donne les résultats. Et ça se vend de fabriquer des panneaux photovoltaïques en Norvège. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Il pleut beaucoup. Alors, je vais commencer par parler de transformation énergétique. Vous savez tous ce que c'est qu'un convertisseur d'énergie?
Est-ce que vous avez des exemples de convertisseurs d'énergie en tête? Donc un convertisseur d'énergie, c'est quelque chose qui reçoit de l'énergie. Alors souvent, c'est de l'énergie finale, mais ça peut être de l'énergie primaire. Par exemple, une centrale de production d'électricité, c'est un grand convertisseur d'énergie, avec des sous-convertisseurs à l'intérieur. Hein, il y a une turbine, un générateur électrique, enfin un transformateur. Et puis un moteur électrique, un moteur thermique de voiture, il brûle de l'essence pour faire de l'énergie mécanique. Une lampe, elle reçoit de l'électricité, elle fait de la lumière. Tout ça, ce sont des convertisseurs d'énergie. Et en général, quand on les étudie, pour les optimiser, on ne les regarde que sous cet angle-là. Ils reçoivent de l'énergie, qui est souvent d'énergie finale, donc ils la consomment, on dit que c'est l'énergie consommée, ils la transforment en énergie utile, et puis ils en perdent. Il y a des pertes, et on parle du rendement, et le rendement est toujours inférieur à 100%. C'est les lois impitoyables de la thermodynamique, on ne peut pas produire plus d'énergie qu'on en consomme. Donc il y a toujours des gens qui ont inventé le mouvement perpétuel, hein, des brevets qui sont déposés régulièrement, mais ça, la première chose pour les démonter, c'est ce principe que personne n'a jamais pu démolir. Alors ensuite, je vais étendre au raisonnement sur cycle de vie auquel je vous ai préparé. Pour faire l'énergie finale, il a fallu des ressources primaires. Une partie sont d'origine renouvelable, une autre partie sont d'origine non renouvelable. Pour les transformer, il a fallu des usines, par exemple des fermes éoliennes pour le renouvelable, des usines je sais pas, de production, de distillation, de raffinage pour faire du combustible liquide. Tout ça, ça a consommé de l'énergie grise. Pour faire tous ces investissements, toutes ces usines, donc je vais affecter une partie de l'énergie que je consomme ici. Par exemple, excusez-moi, cette usine qui produit de l'énergie finale renouvelable, elle doit produire une certaine quantité pendant toute sa vie. Il y en a une petite quantité qui sera consommée par ce convertisseur d'énergie. Donc toute l'énergie grise qui a servi à fabriquer et à recycler toute cette usine, ben, je vais lui affecter la part correspondant à l'énergie que j'ai consommée ici. Vous voyez, et tous ces calculs-là, on peut les faire grâce aux bases de données qui nous permettent de faire les analyses sur cycle de vie. Tout ça, c'est renseigné, ça évolue en permanence, c'est mis à jour tout le temps, parce que c'est très dynamique, le système évolue en permanence, les procédés de transformation changent. Alors ensuite, il faut fabriquer le convertisseur d'énergie, la lampe, le moteur de votre voiture. Pour le fabriquer, il faut des matières premières, il faut donc les extraire. Donc il faut de l'essence, de l'électricité, voilà, encore de l'énergie finale. Et ben, tout ça, pour faire cette extraction, je vais prendre de l'énergie finale qui elle-même a consommé de l'énergie primaire et ça va me faire encore une part d'énergie grise. Et puis l'usine de fabrication, il a fallu la construire, là aussi on va amortir son énergie grise sur la fabrication de ce convertisseur et donc je vais lui affecter une part de l'énergie grise. C'est complexe, hein, mais bon, vous voyez que finalement on peut essayer d'être assez exhaustif dans ce genre d'études. Alors ça c'est une vision énergétique, mais on peut la faire sur tout autre impact environnemental, sur les émissions de carbone, sur les émissions de tout polluant, de tout toxique, par exemple pour la biodiversité ou pour nous les humains. Donc il y a beaucoup de critères dans ces analyses environnementales. Et puis après, il y a de la maintenance pendant la vie du système, donc ça aussi, ça va consommer encore d'énergie grise, et puis le recyclage en fin de vie. Et puis les matières premières, je vais les réinjecter autant que possible, hein, c'est ça qu'il faudrait faire. Est-ce que vous êtes convaincu que dans un raisonnement comme ça, où j'ai bien intégré toute l'énergie grise, y compris celle qu'il a fallu pour transformer les ressources renouvelables, c'était normal de ne comptabiliser que l'énergie primaire d'origine non renouvelable, quand je veux faire le bilan? Parce que finalement, ce qui est venu du soleil, ça repart dans l'espace, il n'y a pas de raison de le compter comme quelque chose qui a un impact environnemental. Ce qui a un impact environnemental, c'est la façon dont j'ai transformé. Là, je ne me focalise que sur le critère énergie. Et plus le mix énergétique sera d'origine renouvelable, moins j'aurai d'énergie grise d'origine non renouvelable. Puisque, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Pour fabriquer mes usines de transformation, par exemple photovoltaïque, si la part d'énergie renouvelable est plus élevée pour les fabriquer, j'aurai de moins en moins d'impact. Par contre, il me faudra toujours des matières premières. Il faudra que je les recycle bien. Il ne faudra pas qu'elles soient rares, parce que sinon l'extraction minière est génératrice d'énormément d'impacts sociaux et environnementaux.
Alors on va parler de rendement, ça va être la partie un petit peu physique. J'ai compris qu'il y avait quand même pas mal d'entre vous qui étaient sensibles à la physique. Donc si vous avez du mal à comprendre, vous me le direz. J'ai peut-être fait des choses, même des explications qui sont peut-être trop naïves. Hein. Bon, j'ai enlevé une intégrale d'une équation pour qu'il n'y ait plus d'intégrale, pour ne pas faire peur. Donc le premier rendement dont on parle, d'ailleurs on appelle ça le rendement tout court. Wilfried, j'en suis à combien de temps? Je suis en train d'exploser mon temps. Le premier rendement dont on parle, c'est le rendement que j'appelle le rendement instantané, le rendement en puissance. Et malheureusement, on ne le nomme pas le rendement. Et ça, c'est une grave erreur, parce que le rendement, il y en a plusieurs. Notamment, il y a le rendement énergétique ou le rendement que j'appelle instantané. Donc ce rendement, il dépend toujours de la puissance utile. Par exemple, si je prends cette lampe, que je fais varier son intensité lumineuse avec un gradateur, il n'y en a pas ici, eh bien le rendement d'éclairage va changer en fonction de la puissance. Le rendement de votre moteur de voiture, quand vous travaillez à vide ou à bas régime, enfin pas à bas régime, à faible puissance demandée, le rendement devient très mauvais. Donc finalement, vous sentez qu'il y a une espèce de moyenne de rendement qui va intervenir quand on fait un cycle. Là, si on avait pu baisser la lumière pendant mon intervention, eh ben, le rendement sur cycle n'aurait pas été le rendement en puissance qu'on a en permanence ici, puisque la puissance utile est constante. Alors, j'ai pris un cycle idéalisé, là, donc, qui est constitué, vous voyez, ça c'est le temps en abscisse, et puis j'ai plusieurs valeurs de la puissance utile qui évoluent dans le temps. C'est par exemple, vous avez votre voiture, là vous accélérez, vous demandez de la puissance, après vous roulez à vitesse modérée, vous ralentissez un peu, puis vous réaccélérez. Donc sur chacun, alors l'énergie que j'ai consommée, c'est la somme, alors l'énergie c'est la puissance fois le temps. Donc la puissance c'est des watts, si je multiplie par des secondes ça fait des joules, si je multiplie par des heures, ça fait des wattheures. Vous avez entendu parler de térawattheures, c'est des milliards de kilowattheures. Donc des milliers de milliards de wattheures. On s'y perd dans ces grands chiffres. Mais vous voyez, ça c'est de l'énergie, les wattheures. Les watts, c'est de la puissance. Il ne faut pas les confondre. Hein. C'est d'ailleurs une source de confusion très ennuyeuse qui contribue, je pense, à enfumer les consommateurs d'énergie. Donc l'énergie totale consommée sur ce cycle, c'est le produit du temps par la puissance, la somme de tout. Pour ceux qui ont compris l'intégrale, c'est l'intégrale de la puissance en fonction du temps. C'est la surface de tout ça. Et puis, vous voyez, la puissance utile PU1, celle-là, elle correspond à un rendement qui est là. Et puis, les deux autres correspondent à, je n'ai pas voulu charger la figure, mais à un rendement 4, rendement 2, rendement 3. Et finalement, l'énergie consommée sur le cycle, c'est la puissance consommée fois le temps. Donc, la puissance consommée, c'est PU sur le rendement. Hein, P consommé, c'est PU sur rendement. Donc, c'est la somme de tout ça. Donc, in fine, le rendement sera forcément plus faible que le plus élevé des rendements. Un vendeur de convertisseur d'énergie, qu'est-ce qu'il vous spécifie? Le plus élevé. Et le rendement sur cycle est toujours beaucoup plus faible. Par exemple, un rendement de moteur de voiture, il peut être aux alentours de 40% pour les meilleurs. Le rendement sur cycle, il est rarement supérieur à 20%. Voilà, donc vous avez compris, rendement instantané, rendement sur cycle énergétique. Et maintenant, je vais vous introduire un nouveau rendement, le rendement. Alors, j'ai rappelé le rendement sur cycle ici. Oui. Mais est-ce que c'est là, par exemple, que l'intérêt des voitures électriques, c'est qu'elles fonctionnent, par exemple, à meilleur rendement en permanence? Alors, la voiture électrique sont... Enfin, les hybrides, pardon, excusez-moi. Ah, les hybrides, ah oui. Parce que l'hybride, j'ai encore perdu du temps. Wilfried me fait signe qu'il n'y a pas de problème. Les hybrides, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que vous rajoutez plein de choses, des convertisseurs d'énergie, des moteurs électriques, des convertisseurs électriques de puissance. Vous rallongez la chaîne de conversion, donc vous faites plein de pertes supplémentaires avec des convertisseurs supplémentaires, et pourtant vous améliorez le rendement global. C'est parce que vous permettez au moteur thermique de travailler à ses meilleurs points de fonctionnement. Vous le faites travailler sur le maximum. Voilà. Et grâce à tout ça, grâce finalement à des pertes supplémentaires dans la chaîne de conversion, vous améliorez le rendement du moteur thermique. Et on a plein d'exemples comme ça dans les conversions d'énergie. Donc il faut avoir une vue large de la conversion d'énergie pour bien la comprendre et pour bien l'optimiser. Donc voilà le rendement énergétique, c'est le rapport de l'énergie utile sur l'énergie consommée. Donc, par exemple, un moteur de voiture, il va parcourir un cycle urbain, périurbain, autoroutier, puis finalement le rendement final, ça va être par exemple 20% sur ce cycle. Ensuite, le rendement que j'introduis, c'est le rendement soutenable sur cycle de vie. Donc soutenable, c'est parce que je ne vais considérer que l'énergie primaire d'origine non renouvelable sur tout le cycle de vie. Ce pourquoi j'ai essayé de vous convaincre tout à l'heure. Alors c'est l'énergie que va donner en énergie utile le convertisseur sur toute sa vie, donc je tiens compte de sa durée de vie, de son usure, etc.
ne peut pas durer un temps infini, hein, il y a des choses qui s'usent et à un moment donné, il vaut mieux le remplacer, recycler ces matières premières, sur toute l'énergie non renouvelable qu'il aura consommée sur sa vie. Alors cette énergie non renouvelable qu'il aura consommée sur sa vie, c'est l'énergie utile qu'il a consommée divisée par le rendement de transformation de cette énergie utile, donc à travers le convertisseur lui-même, mais aussi la production d'énergie finale qui est en amont. Et l'indice NR, c'est pour non renouvelable. Donc par exemple, si je veux faire avec un moteur de voiture, je veux faire 1 Wh d'énergie mécanique en sortie, il m'aura fallu peut-être 3 Wh d'énergie d'essence, même plutôt 5. Et puis pour faire cette essence, il m'aura fallu d'énergie primaire non renouvelable, peut-être 7 Wh au total. Donc j'aurais consommé 7 Wh d'énergie primaire non renouvelable pour faire ce 1 Wh d'énergie utile. Et encore, on peut se demander si c'était vraiment utile. Hein. Et puis je rajoute, c'est ça qui est aussi original, l'énergie grise d'origine non renouvelable. Tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, tout ce qui était gris tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais comparer le nucléaire et le photovoltaïque auquel je vous ai incité à penser tout de suite, parce que le nucléaire a un meilleur rendement que le photovoltaïque. Et là, je vais vous démontrer, vous voyez bien venir, que le rendement sur cycle de vie ne va pas être le même. Alors, on va les calculer. Donc, je compare deux modes de génération d'électricité bas carbone, hein, puisque finalement, la France, elle a inventé la notion, enfin, c'est pas la France qui l'a inventé, mais en tout cas, elle a largement promu le concept d'énergie décarbonée. Pourquoi on a fait ça? Pour essayer de mettre le nucléaire au même rang que les renouvelables. Alors, sur le plan du carbone, c'est vrai, hein, il faut l'avouer, le nucléaire fait beaucoup moins de carbone, mais il fait plein d'autres choses aussi. Hein. Alors, je prends un réacteur de 1 gigawatt qui va produire pendant 7000 heures par an, parce qu'il faut faire de la maintenance, etc. Pendant 40 ans, ces données sont issues d'un article ici qui n'est malheureusement plus en ligne. Alors, j'ai vérifié, donc j'ai laissé quand même la source. Je peux vous le fournir si vous voulez, ça c'est embêtant les sources internet. Et comme c'était pas un article publié, il était sur une page web, malheureusement. Bon, moi je l'ai récupéré. Bon, donc voilà, je ne vais pas vous détailler tout, mais vous pourrez regarder en détail. Toute l'énergie grise est donnée sur toutes les phases, l'extraction d'uranium, la quantité d'uranium nécessaire, l'enrichissement de l'uranium, la construction et le démantèlement. Donc moi je fais confiance. Hein. Bon, là c'est la World Nuclear Association, c'est un lobby du nucléaire. Hein. Comment on peut estimer le stockage alors qu'on ne sait pas? Il faut leur demander. Moi j'ai pris ces chiffres-là parce que comme ça on ne peut pas m'attaquer sur ces chiffres-là. D'accord. Il y a quand même une grosse inconnue là-dessus. Oui. Peut-être que c'était précisé, que c'était peut-être du stockage en surface, c'est probable d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui veulent faire du stockage profond comme on veut faire. Je pense que je pense pas que ce soit une bonne chose. Bon, bref, on arrive à 15,4 TWh primaire d'énergie grise non renouvelable. Alors si je prends le rendement primaire d'électricité pour transformer l'uranium, enfin l'uranium enrichi en électricité, le rendement est de 33%. La centrale travaille à peu près à puissance presque constante, on ne la fait pas varier parce que ça l'abîme en plus. Donc si je fais le calcul du rendement sur cycle de vie soutenable de tout à l'heure, là j'ai 7 fois 7 TWh pendant 40 ans, on gardera tête reposée, j'arrive à 32%, c'est-à-dire à peu près 33%. L'énergie grise n'a pas pesé grand-chose. Il n'a pas pesé grand-chose parce qu'on a un mauvais rendement finalement de production. Pardon, je voulais faire une question à la fin de votre conférence, mais comme je dois partir. Mais il y a un autre réacteur qui est les thermonucléaires. Et ça peut changer. La fusion thermonucléaire. Bon, c'est peut-être une chimère. Hein, c'est pas une chimère. Je ne sais pas. C'est pas une chimère. Faire le pari aujourd'hui de la fusion nucléaire, c'est une folie pure. Non, mais je ne dis pas que ça ne marchera jamais. Ça ne serait pas scientifique de ma part. Peut-être que ça marchera. Moi, je vais vous dire deux choses. La première chose, c'est que le ITER, hein, qui est le réacteur qu'on construit en Cadarache, pas loin d'Aix, c'est une expérience largement technologique, à échelle 1, qui n'est pas un réacteur industriel. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez en tête comme horizon d'industrialisation de cette filière-là, si ça marche? C'est quoi l'ordre de grandeur? En année En année. C'est l'échec le plus grand de la physique du XXe siècle. Bon. Hein? C'est comme le pétrole qui a 40 ans. À 1946, ils ont mis les Russes à faire la fusion thermonucléaire. Donc on est en 2017. On ne sait pas. L'énergie grise dépensée, c'est
faramineuse. Donc ça, c'est la première chose. Mais c'est la seule solution. Non, mais non. Non, mais c'est la seule solution de combustible, c'est l'eau de mer. Alors la deuxième chose, c'est qu'elle utilise, si c'est de la fusion deutérium-tritium, des matières qui ne sont pas si abondantes que ça, qu'on est parfaitement capable d'épuiser. Ben, vous connaissez les humains, hein. Ils ont pollué les océans, ils ont pollué l'espace. Comme disait Coluche, hein, vous donnez à des technocrates le sable du Sahara, demain ils viennent vous en demander. Oui, d'accord. Enfin bon, en tout cas, moi je me place sur des milliers d'années. Je veux dire, il faut raisonner à long terme. Ça, mais le plus grave, c'est même pas ça. Le plus grave, c'est que vous allez quand même faire des déchets nucléaires, parce que vous allez bombarder de neutrons rapides le réacteur lui-même, vous allez avoir des matériaux radioactifs. Vous savez que un des gros problèmes de démantèlement des centrales nucléaires, c'est les matériaux en grande quantité, peu radioactifs. Je pourrais en reparler aussi tout à l'heure, parce qu'il se passe des choses très très graves avec ça. Et puis la toute dernière chose, c'est la chaleur qu'on va dégager, qui va être une pollution. La chaleur est une pollution, la chaleur supplémentaire. Et on va produire des quantités gigantesques de chaleur. Donc franchement, et où on évacue cette chaleur? Dans l'eau, hein, parce que dans l'air, des quantités comme ça, on a beaucoup de mal à faire des échangeurs dans l'air. Donc il va falloir réchauffer les océans. Des cultures de saumon maintenant. Voilà. Et bon côté, des gros saumons. Des gros saumons. Bon voilà, donc moi je pense que c'est quand même risqué de faire un pari pareil. Quoi. Alors qu'aujourd'hui... Il y a quand même quelques milliards qui ont été mis sur ce pari. Mais pourquoi pas? À la limite, c'est pas très grave. Mais il ne faut pas que ça se passe aux dépens de solutions qui vous tendent des bras. Et c'est celle-là qui vous tend des bras. Alors, je continue sur le photovoltaïque. Je passe vite parce que je suis très très bavard. Donc, je veux faire la même chose. 7 TWh électriques par an. Je suis bien à la même échelle. Alors, je prends du rayonnement solaire de 1200 watts par mètre carré. C'est ce qui... de 1200 watts moyen, c'est 1200 kWh primaires par mètre carré par an. C'est compliqué à expliquer, sauf si vous connaissez bien le photovoltaïque, donc excusez-moi, je vais chater toutes ces explications, et vous pourrez regarder à tête reposée. Donc c'est le rayonnement solaire moyen qu'on a en France. À Nice, vous êtes les bénis des dieux, vous avez plutôt 1600. Quoi. Et puis à Rennes, on est à 1100. Et puis à Lille, ils sont plutôt à 900. Et il y a des petits coins des Pyrénées qui sont un petit peu plus. Mais dans les Pyrénées, c'est en rayonnement solaire direct. Mais nous, on utilise le diffus, et là-dedans, il y a tout, là, le réfléchi. Donc il nous faudrait 52 km², ça paraît colossal. Mais en fait, on a 8500 km² de superficie bâtie en France. Donc déjà, si on utilise ces superficies-là, nos toitures, etc., franchement, il y a de quoi faire. Hein. Oui, enfin, je voudrais faire une remarque purement esthétique. C'est vraiment dramatique. Ben là, on arrive à ce problème des valeurs, les paysages défigurés par les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Complètement défigurés. Mais quand vous avez vraiment réfléchi à ce problème, c'est d'une telle gravité que moi je me dis, la gravité de notre situation énergétique au niveau de l'humanité, de tous les gens qui n'y ont pas accès, etc. Pour moi, cette situation est tellement grave que je trouve que c'est dérisoire de dire on va... Mais moi, je suis très sensible à l'esthétique, ça c'est un problème de valeur. Et oui, j'ai lu des banlieues qui montrent comment les gens profitent là-dedans. Ben voilà, c'est un souci de riche. Non, mais je ne suis pas un souci écologique. Vous respectez, monsieur. Je ne suis pas du tout écologique. Mais vraiment, je trouve ça très très bien. Voilà, c'est un problème d'échelle de valeur. Et vous placez cette valeur-là avant la valeur de développement durable. Quoi. Mais le développement durable, bon. Vous n'y croyez pas. J'y crois pas. Non, mais voilà. Je pense qu'on trouvera des choses, mais c'est pas grave. Ah ben ça, la fuite en avant qui consiste à dire on a toujours résolu la technique à créer des problèmes et donc on va toujours les résoudre, ça je pense attention. Alors quand on calcule l'énergie solaire, photovoltaïque, on calcule si la lumière est perpendiculaire. Alors 1200 Wh, c'est à l'horizontale. Oui, et il y a toujours le problème justement du fait que le soleil n'est pas toujours au zénith et qu'en fait les 1200 kWh par an, c'est à l'horizontale. Si vous prenez des pans qui sont comme ça, ou même si vous mettez, je vais vous dire, si vous mettez des panneaux photovoltaïques sur une façade nord, en milieu urbain, l'albédo, c'est-à-dire tout ce qui permet de la réflexion, etc., va vous générer, au lieu d'avoir, si vous étiez bien orienté, on va dire 1000, vous allez avoir 700. C'est étonnant, parce qu'on récupère le diffus. Par contre, si vous avez des technologies à concentration, vous ne récupérez rien du tout, parce qu'il faut du direct. Donc aujourd'hui, avec l'éco-bilan du photovoltaïque, si on a besoin
on manque d'espace, couvrir, ça va être absolument moche pour monsieur, couvrir absolument tous les murs et même les fenêtres. Les cathédrales, allons-y, bon. Donc, donc la totalité d'énergie grise, elle est grande, hein, 40 TWh primaires, beaucoup plus que le nucléaire tout à l'heure. Mais sauf que le nucléaire, j'ai consommé des matières premières non renouvelables, également détruites. Hein. Donc le rendement de transformation non renouvelable, il est de 100%, parce que je n'ai que du solaire renouvelable, hein, qui est transformé en électricité. Par contre, j'ai l'énergie grise. Donc là, si je fais le calcul, j'arrive à 77%. Voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous dites, il a trouvé le moyen de démontrer, mais je trouve que c'est un critère, franchement, je l'ai présenté déjà à beaucoup de monde, des scientifiques. Franchement, il a mal à démolir. Ça travaille depuis 40 ans. Non, ça dure 20 ans, ça dure plutôt 30 ans aujourd'hui, mais j'ai volontairement pris tout ce qui était négatif. Ça, au bout de 7 ans, c'était foutu. Alors, ce qui était foutu, c'était le ronduleur. C'était le ronduleur. Non, il y avait des oiseaux, il y avait des animaux. Il faut peut-être aller nettoyer de temps en temps, quoi. Ah oui, bah oui. Non. Hein? Voilà, il faut tuer les oiseaux. Moi, j'ai des renards. Florian. Les espoirs de rendement qui étaient censés diminuer de moitié sur à peu près la moitié de la durée de vie. Alors, la définition de la durée de vie, c'est un rendement qui a... En fait, aujourd'hui, on vous les garantit, les panneaux photovoltaïques, la plupart des bons constructeurs les garantissent, 20 ans, 25 ans. Et ce qu'ils vous garantissent, c'est que leur productivité, leur rendement, n'aura pas chuté de plus de 20%. C'est-à-dire qu'il y aura encore au moins 80%, parce que ça décroît linéairement, ça ne meurt pas brutalement. Alors il y a des choses qui meurent brutalement, c'est le cas des onduleurs. Et je pourrais passer encore beaucoup de temps. Maintenant, vous avez des garanties longue durée aussi sur les onduleurs. Vous avez les mêmes garanties que sur les panneaux. Donc prenez des garanties longue durée. Enfin, vous n'achèterez pas. Si non, vous m'avez l'air un petit peu isolé quand même. Donc ça me rassure. C'est clair. Et la différence avec le nucléaire, c'est qu'on a des matériaux recyclables et beaucoup moins de déchets toxiques globalement. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas, il y en a. Alors, est-ce que l'électricité peut contribuer au développement soutenable? Absolument terrible. Bientôt. Merci, on tombe l'indulgence. Alors, qu'est-ce que c'est que développement durable compatible? Vous voyez le mot soutenable, je l'ai employé volontairement parce que la soutenabilité a peut-être plus de sens que la durabilité. En anglais, c'est sustainable. Donc, c'est une conversion d'énergie qui utilise des ressources primaires qui ne s'épuisent pas et des matières premières abondantes et recyclables. C'est-à-dire qu'il faut que les convertisseurs qui vont transformer ça ne soient pas fondés sur des matières premières très rares. J'entends déjà les terres rares et tout, donc là je suis armé aussi pour vous répondre. Moi je pense qu'on finira avec un virus. L'espèce humaine. L'espèce humaine, elle ne durera pas éternellement. Autant qu'elle vit bien et qu'elle se batte le moins possible pendant le temps qu'il lui reste à vivre. Alors, les fossiles, les fissiles, y compris les réacteurs à neutrons rapides, et même la fusion nucléaire, ne respectent pas ces critères de durabilité, de soutenabilité. Une conversion qui minimise les impacts environnementaux, surtout les plus irréversibles. Alors, plus irréversibles, c'est un peu un pléonasme, hein, enfin. Donc, les émissions massives de gaz à effet de serre qui affectent violemment le climat, mais aussi les émissions radioactives qui endommagent gravement le génome des systèmes vivants. Moi, je pense que c'est un vrai problème. Sur le plan social, des ressources équitablement réparties, gage de réduction des conflits et plus d'emplois locaux. Ça me semble aussi très important, parce que le développement durable, c'est pas que de l'environnement, c'est du social, de l'économique. Donc les ressources énergétiques les plus abondantes, c'est le soleil et le vent, de loin devant l'hydraulique. Parce que l'hydraulique, c'était la plus facile à utiliser, c'est pour ça qu'on en est servi. Et elle se stocke. Et donc c'était vraiment pratique, mais il n'y en a pas beaucoup de réserves hydrauliques, en tout cas pas par rapport à nos besoins démesurés d'énergie. Alors est-ce qu'elles sont suffisamment économiques? Est-ce que leurs impacts environnementaux sur le cycle de vie sont vraiment plus faibles? Est-ce qu'il y a des solutions viables pour le traitement de leur variabilité? Les matières premières nécessaires sont-elles suffisantes pour réaliser les convertisseurs? Alors, je vais vous donner deux exemples. L'éolien. Pour montrer les évolutions, parce que les gens pensent que l'éolien c'est fini, c'est stabilisé. Non, il y a une révolution, qu'on appelle entre nous la révolution silencieuse, parce que les éoliennes modernes non plus ne font plus beaucoup de bruit. Alors, si je prends une éolienne du début des années 2000, une machine de 2,3 MW, elle faisait 82 mètres de diamètre. Elle avait cette courbe de puissance. Ça, c'est la puissance électrique qui sort en fonction de la vitesse du vent. Vous voyez, elle sécrète à partir d'une certaine vitesse. On fait chuter la portance des pales parce que les vents élevés, ça coûte trop cher de les récupérer.
voici une loi de densité de probabilité des vitesses de vent sur un site donné. Tout ça, ça nous donne une productivité annuelle. Que si je mouline tout ça, j'obtiens que cette éolienne, tout se passe comme si elle avait produit annuellement l'équivalent de sa puissance maximale pendant 2200 heures. Ça fait 5 gigawatts sur ce site-là. Maintenant, je prends une éolienne moderne. Pour ceux qui trouvent ça moche, désolé monsieur, elle fait 117... Je suis partisan des éoliennes, tout ça, c'est bon. Vous êtes exceptionnel. En France, on a tout le contraire habituellement. C'est très très beau en haut des collines. Ah, vous êtes incroyable. Donc elles ont un plus grand diamètre. Et leur courbe de puissance est comme ça. Vous voyez, elle démarre plus tôt, elle écrète plus tôt aussi. Donc elle va gaspiller d'ailleurs plus de productibles. C'est-à-dire que les vents forts, elle va les écrêter en puissance. Et ça va lui permettre d'avoir une productivité annuelle de l'équivalent de 3300 heures par an. Elle ne va pas coûter beaucoup plus cher. Par contre, effectivement, si les riverains n'en veulent pas parce que c'est très moche, que c'est très grand, parce que quand même une bonne partie des oppositions, elles sont là-dessus, il n'y en a pas beaucoup, mais suffisamment pour que ça bloque pas mal de projets. Il y avait la nuisance sonore aussi, non? Alors moi je dis toujours à quelqu'un qui me dit ça, est-ce qu'il est allé au pied d'une éolienne? Non, mais je vous pose la question. C'est techniqué. Voilà. On peut même dormir avec sa tente. Franchement, ça fait beaucoup moins de bruit que beaucoup d'installations industrielles. Et même au pied, moi je suis une fois avec un sonomètre, on voyait le sonomètre dévier, et en fait c'était le crissement de nos pas sur les graviers. Non, mais bon, comment? Il ne faut pas marcher. Voilà, donc les prix de revient, les coûts de production sont devenus très bas. Enfin, très bas. 5 à 800 centimes d'euros, bien sûr par rapport au nucléaire tel qu'on nous l'annonce, à 4 centimes d'euros le kilowattheure, mais maintenant on sait que ce n'était pas vrai, et on sait que ça va nous coûter beaucoup plus cher dans les années à venir. Donc c'est des prix qui sont très raisonnables. Et ça, c'est les tarifs de rachat. C'est-à-dire que les tarifs de rachat sont incitatifs, ils sont attractifs pour que les investisseurs aient envie de mettre de l'argent. Alors moi, les investisseurs, je préférerais que ce soit vous et moi qui investissiez. Donc vous avez la possibilité de le faire, il y a des outils, des mécanismes. Il y a une association qui s'appelle Énergie Partagée. Vous pouvez acheter des actions. Il y a pas mal de personnes qui ont des petits-enfants, j'imagine. Vous pouvez acheter des actions à vos petits-enfants. Moi, je l'ai fait, j'ai des petits-enfants. Je leur ai acheté des actions chez Énergie Partagée. Vous pouvez dédier à des projets, aux projets que vous voulez, les mettre... voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ça. Et de ne pas laisser ça aux mains des investisseurs cupides. Et les actions, c'est plutôt dans l'éolienne ou dans le photovoltaïque? Tout ce qui est énergie renouvelable. Oui, non, mais je me demande c'est quoi le plus rentable? Alors, les investisseurs cupides. Bon, on va couper là, parce que si ma femme voit ma vidéo, ça rapporte, moi, ça, a priori, ça rapporte pas grand chose. Mais vous avez vu les taux d'intérêt partout, ça plus rien, ne rapporte rien. Donc c'est très bien, ça rapporte zéro. Moi, ça me va bien. Au moins, ça sert à quelque chose. Au moins, vous savez que votre argent sert à quelque chose d'utile. Parce que quand vous mettez votre argent sur n'importe quel placement, franchement, il sert à des choses qui ne sont pas très belles. Hein. Le taux d'intérêt zéro, c'est un phénomène très intéressant. Ça veut dire que le temps ne vaut rien. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas très durable, comme concept. Vous voyez. Ah bon, je ne sais pas. Alors, vous savez que l'inflation, c'est un truc assez artificiel. Hein. C'est quelque chose, l'inflation, c'est un truc d'économiste. Et finalement, quand vous avez des taux d'intérêt qui sont supérieurs à l'inflation, quelque part, vous puisez sur le système, quoi. Moi, je trouve que des taux d'intérêt de placement supérieurs à l'inflation, globalement, vous détruisez quelque chose, quoi. Ah oui, ce soir, on n'a pas les mêmes options. Voilà. Bon, on peut s'entendre sur l'éolien, c'est déjà pas mal. Pour le photovoltaïque, je passe plus vite encore. Les prix sont également très bas. Voilà les niveaux qu'on a aujourd'hui. Alors ça, c'est les tarifs de rachat. Je n'ai pas fait les calculs de coûts de revient, mais les coûts de revient se rapprochent de ceux d'éolien. La grosse différence, c'est que ça produit moins longtemps. Donc c'est beaucoup plus impulsionnel et plus problématique encore en termes de traitement d'intermittence. Alors, les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc les renouvelables sont ici, donc c'est les grammes de CO2 par kilowattheure électrique, sur tout le cycle de vie. Là, vous avez la médiane ici, hein, le 25e percentile, le 75e, et puis les extrêmes. Et puis le CCS, c'est la capture et séquestration de carbone. Hein, c'est un mythe aussi. Bon, si vous faites de la biomasse avec du CCS, vous avez des émissions négatives. Et puis si vous faites du charbon et du CCS, vous réduisez vos émissions. Bon, vous voyez, les énergies renouvelables sont là.
hormis la biomasse qui peut parfois ne pas être très bonne, vous l'aviez pressenti tout à l'heure, donc c'est pour faire de l'électricité, la médiane est bonne quand même, on est dans les mêmes niveaux et plutôt globalement mieux que l'énergie nucléaire. En tout cas, c'est les mêmes ordres de grandeur, sans les inconvénients. Alors, production d'électricité soutenable. Donc, alors, comment il faut faire pour traiter la variabilité, qui est le problème majeur, vous l'avez compris? Il faut commencer par optimiser la complémentarité des ressources. Quand on est dans un pays sous nos latitudes, la France, l'ensemble de l'Europe même, climat tempéré, on a une grande complémentarité vent-soleil saisonnière. On n'a pas beaucoup de soleil en été, mais on a beaucoup de soleil en été, mais on n'a pas beaucoup de vent, et l'inverse en hiver. Et cette complémentarité elle a été étudiée sur suffisamment d'années pour que ce soit rassurant et qu'on puisse se dire qu'on n'est pas obligé de faire du stockage saisonnier. Parce qu'il y a un truc infernal en électricité. Faire du stockage saisonnier, il faut oublier. C'est beaucoup trop coûteux. Il y a le nuit-jour à l'échelle de l'Europe, il est identique pour tout le monde. Pour l'intermittence, il est parmi sur cette échelle. Oui, je continue. Là, donc effectivement, il y a un gros problème, mais il faut compléter. Donc il faut aussi exploiter les prévisions météorologiques, parce que vous comprenez qu'il va falloir boucher les trous avec autre chose. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis même, il va y avoir des pointes dont il va falloir faire quelque chose. Alors, ce qui est facile avec les renouvelables, c'est qu'on peut ne pas produire. C'est un peu dommage. Mais on peut y traiter. C'est facile. C'est électronique. Vous décidez d'écréter, ça ne passe pas. Ça ne fait chauffer rien du tout, ça n'abîme pas. Enfin, si on va utiliser d'autres moyens de production, il va falloir avoir de la planification. Et la planification, c'est la météo qui va permettre de le faire. Et les prévisions météo sont devenues très précises. Il y a encore des progrès permanents. On a des prévisions sur l'éolien, par exemple sur l'ensemble de la France, à 24 heures à l'avance, avec une erreur, l'écart type de l'erreur, 24 heures à l'avance, sur la puissance produite, c'est quelques pourcents. C'est 3-4% à l'échelle française, d'après les données de RTE qui sont publiques. Donc c'est quand même pas mal. En 48 heures, ça sera moins bon. Exploiter la flexibilité des barrages hydrauliques. Pour bien les exploiter, il faut avoir bien planifié. Pour ne pas gaspiller, turbiner bêtement si on s'est trompé dans les prévisions météo. Donc nos barrages en France, par exemple, on est très bien dotés. On a une grande puissance installée de barrages. Ces barrages, ils peuvent très bien boucher les trous grâce à leur flexibilité. Vous voyez, je ne parle pas encore de stockage. Alors il y a du stockage quand même, mais c'est du stockage d'eau. Ce n'est pas du stockage réversible. On a accumulé de l'eau et on peut en faire de l'électricité. On peut faire remonter de l'eau. On peut faire remonter l'eau. Je vais en parler juste après. Ça, c'est le stockage qui est utilisé massivement déjà. Alors, vous avez aussi les centrales thermiques. Et je dirais que ce qu'il faut penser, c'est transition énergétique. Et une transition, c'est tout doucement, on fait diminuer ce qui existe. Et donc, profitons des centrales thermiques et des investissements qu'on a faits. Déjà, tout simplement parce que tous ceux qui ont investi là-dedans ne laisseront pas les empêcher de continuer. Et puis, on ne pourra pas investir brutalement pour tout remplacer non plus. Donc finalement, le deal de la transition, c'est continuons à faire marcher les centrales thermiques, mais de moins en moins en énergie et de plus en plus en puissance. Donc une centrale thermique de 1 gigawatt, avant, si elle produisait en base du charbon 7000 heures par an, elle ne produira peut-être plus que 1000 heures. Et ce marché-là, c'est le marché de capacité. Et donc quand l'Allemagne construit des charbons, on aime bien taper sur l'Allemagne en ce moment, c'est surtout pour des centrales qui vont être flexibles et qui vont fournir des pointes et qui vont marcher de moins en moins, produiront de moins en moins d'électricité. Oui, mais enfin, ils produisent pas mal de choses sur Paris. Alors ça, c'est une intox absolue. Les particules fines qui viennent de l'Allemagne, franchement, c'est n'importe quoi. Ça a été démontré, c'est complètement faux. Ça m'intéresse. Parce qu'Air Paris est capable de vous dire d'où viennent les particules. Si elles viennent des moteurs diesel, si elles viennent du chauffage au bois, si elles viennent des usines, elles ne viennent pas d'Allemagne. La part d'Allemagne, elle était ridiculement faible. Cherchez sur Internet, vous allez rapidement vous faire votre opinion. La part de la voiture est très faible aussi. Non, elle est pas, non, la part de la voiture n'est pas faible. Elle est assez faible. Je pense qu'elle est de l'ordre de 40%. Non, c'est de l'ordre de 15%. Bon, non, mais j'ai pas les chiffres en tête. Les écologistes parisiens, ça, ils vous gonflent la part de la voiture. C'est pas parce qu'on vous encourage à acheter un moteur diesel qu'il faut maintenant vous y accrocher. Mais moi, je prends une voiture diesel. Moi, j'ai la pied, je marche à pied. C'est très bien. Alors maintenant, aussi des capacités de stockage. J'ai entendu le pompage-turbinage, c'est-à-dire remonter l'eau, oui, on sait le faire, et c'est le stockage utilisé en monde entier. Et quand dire que l'électricité ne se stocke pas, c'est une querelle de physiciens là, qui vont rentrer dans les détails de la physique. Mais en fait, l'électricité, on la stocke indirectement, avec des rendements élevés, par ce moyen-là, dans le monde entier.
qu'est-ce que vous pensez du stockage dans des réservoirs sous-marins? C'est-à-dire on envoie de l'air. Oui, donc ça c'est des technologies qui sont aujourd'hui testées. Je ne pense rien parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. C'est pas assez mature pour répondre. Je ne sais pas répondre. J'ai pas vu non plus d'analyse sur site de vie. J'aimerais bien en voir parce que je pense qu'il y a beaucoup de béton. Je sais pas. Oui. J'ai pas de réponse. C'est la technologie que je connais le moins bien. Vous avez une question? Non, pas une question, mais là vous parlez aussi le stockage de l'eau pour les barrages. Dans les Alpes, il y en a, j'en ai vu un, ils devaient en faire d'autres dessus. Les écologistes les ont empêchés. Oui. Alors une solution pour arriver à satisfaire tout le monde, c'est d'équiper des centrales qui existent déjà. Il suffit de remettre un réservoir en bas, il va prendre un peu de place, pas forcément beaucoup, on ne stockera pas forcément beaucoup, et on peut avoir déjà de la capacité en puissance sans avoir beaucoup d'énergie stockée. Ça pourra rendre service, sans avoir des gros impacts environnementaux. Mais les écologistes ne sont pas non plus des grands méchants tout le temps. Parfois, ils sont un peu intégristes, mais franchement, il y a des impacts environnementaux assez élevés. Hein. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire de barrages, et à relativement juste titre. Hein. On a de la chance que finalement, on n'ait pas été regardant autrefois. On les a, ces investissements-là, et je pense qu'à beaucoup d'endroits, on ne pourra plus les faire. C'est pour des réseaux esthétiques, hein. Non, en bas. Ah, vous êtes un petit comique. Hein. Alors ensuite, pilotage des chars flexibles. Vous connaissez tous ces chauffe-eau en heure creuse, etc. Bon, ben voilà, on peut les généraliser, notamment sur les batteries de véhicules électriques. Faire de la recharge de voitures électriques. On peut aussi faire des combustibles de synthèse. De l'hydrogène, évidemment, c'est facile par électrolyse, mais aussi du méthane de synthèse, par méthanation. Donc c'est de l'hydrogène avec du CO2. Donc il vaut mieux avoir un gisement de CO2 à côté, c'est-à-dire une centrale biomasse ou quelque chose comme ça. Et là, la réaction de Sabatier, qui est une réaction chimique, permet de faire du méthane. Donc on va injecter dans les réseaux de gaz, et donc on a toutes les infrastructures. Ça, le gaz, le méthane est un très bon vecteur pour une transition énergétique. D'ailleurs, les gaziers sont à fond là-dessus. Ils sont très contents de la transition. Donc tout ça, c'est la symbiose permise par ce qu'on appelle les smart grids, un peu un fumeur. Ah, tiens, alors j'avais une petite vidéo pour vous montrer qu'à l'échelle de l'Allemagne, alors est-ce qu'elle veut passer ma vidéo? Voilà. Donc c'est un projet qui s'appelle Kombi-Kraftwerk, qui est le 1, qui était un projet expérimental à l'échelle d'une petite zone géographique. On a fait du 100% renouvelable. On a voulu voir comment c'était possible de le faire marcher, avec des échanges, avec des interconnexions évidemment, avec la planification, avec tous les problèmes de réglage de fréquence, de réglage de tension, s'il y a des électriciens ici, c'est des choses importantes. Et ensuite, une fois qu'on a fait marcher expérimentalement à petite échelle, on l'a fait en simulation à l'échelle de toute l'Allemagne. Donc là, vous avez une année complète. Alors, j'ai pas mis la vidéo de l'année complète parce que le fichier est un peu lourd. Je crois qu'on a 2 mois, quelque chose comme ça, ou 1 mois et demi. Donc moi, je vous encourage à aller voir le lien. Donc je crois que le diaporama sera mis en ligne. Hein. En tout cas, vous tapez Kombi-Kraftwerk sur Internet. Voilà. Donc je peux pas, j'ai pas le temps de vous raconter. C'est compliqué à expliquer en plus. Et puis voilà, j'ai déjà passé beaucoup de temps. Et puis voilà, donc je conclue. Ah, très bien. Quelle horreur. Merci de votre attention. Le petit truc humoristique, j'aurais peut-être dû le garder pour la fin. Donc je vous laisse le lire vite fait. Voilà. Et puis voilà, donc finalement dans le monde entier, il y a un mouvement de fond hein, pour accroître les performances des renouvelables et permettre leur insertion massive. Un mouvement que je pense qu'on n'arrêtera pas. Y compris les élections de populistes, comme on en voit quelques-unes, je pense que ça n'arrêtera pas ce mouvement. C'est engagé, les prix sont tellement bas que les investissements coulent à flot dans ce domaine-là. Il y a plein de scénarios d'une électricité 100% renouvelable, même en France. Alors en France, le premier, c'était Négawatt qui l'a fait, et puis ensuite l'ADEME, qui a beaucoup de mal d'ailleurs à publier. Alors il est toujours critiqué, hein, il est abondamment critiqué, avec des critiques justes et d'autres moins justes. Donc on pourrait même satisfaire de nouveaux usages, par exemple les transports, en faisant du méthane de synthèse pour les transports, en faisant de l'électricité pour des voitures électriques, avec beaucoup de bénéfices sur l'emploi, sur l'environnement, sur l'emploi, sur l'économie et sur la paix, parce que c'est ça l'objectif final. Et donc le bilan sera encore bien meilleur si on fait une réduction de consommation via l'efficacité et la sobriété. Parce que, alors pour nous qui consommons énormément, c'est important de passer par là, parce que ça sera beaucoup moins de matières premières consommées pour faire tous ces fameux convertisseurs. Merci. Merci.